Eh ben, bonjour à tous et merci pour votre présence sur cet atelier qui est consacré au répertoire de l'offre des ressources et en santé et accompagnement médico-social, plus connu sous le nom de ROR. Donc cet atelier sera co-animé avec Mathieu, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, Mathieu de Carvalho. Voilà, et Sylvie Bertrand, donc directrice du programme ROR. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de partager avec vous l'avancement des travaux réalisés avec les ARS et les grades sur le ROR et de partager également avec vous les perspectives à court moyen terme pour le ROR. Alors, zut. Faut faire laquelle ? Non. Donc, en préambule à cette présentation de l'avancement et des perspectives court-moyen terme, on a pensé qu'il était important de contextualiser le positionnement du ROR dans le cadre de tout ce qui est entrepris par le ministère pour améliorer le parcours du patient, puisque le ROR est vraiment un référentiel de description de l'offre de santé à orientation aide au parcours de santé. Donc très concrètement, vous le savez, le développement des maladies chroniques, le vieillissement de la population, la rareté des ressources conduisent le ministère à travailler sur une amélioration de la prise en charge du patient qui doit désormais être plus rapide et surtout plus pertinente, c'est-à-dire orienter au mieux le patient vers la bonne structure ou le bon professionnel de santé en fonction de ses besoins de santé. Ça doit être un parcours qui doit être sans rupture tout au long du parcours de vie du patient et qui plus est, il doit permettre de bien coordonner l'ensemble des acteurs qui travaillent autour d'un usager, notamment pour tout ce qui est personnes en situation de handicap ou personnes âgées en perte d'autonomie. Donc face à ces enjeux, le ministère de la Santé a souhaité d'une part favoriser le développement d'organisations coordonnées. Alors à titre d'exemple, on peut parler des CPTS, les comités professionnels territoriales de santé, ou bien des DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et elle a cherché aussi à favoriser le développement de services numériques qui vont aider à l'orientation du patient. Donc ces services numériques, ils ont besoin de la description de l'offre de santé pour pouvoir fonctionner. Et donc le ministère a choisi d'élaborer en co-construction avec les régions un référentiel unique dans lequel les établissements vont pouvoir se décrire de façon en une seule fois, on va dire, et non pas autant de fois qu'il y a de services dans lesquels il faut rentrer, enfin il faut qui ont besoin de l'offre de santé, et qui se décrivent également de la même façon, ce qui permet de faciliter la recherche et d'identifier en fait les spécificités des établissements d'un même type. Donc par rapport à ça, ce référentiel, on l'a bien compris, c'est un référentiel qui est un référentiel métier, c'est-à-dire il a vocation à alimenter des services qui outillent des processus métiers d'orientation, de régulation, etc. Et on y reviendra. Donc à ce titre, c'est un référentiel qui est transversal au champ du sanitaire et du médico-social, c'est-à-dire qu'on y décrit à la fois les établissements sanitaires, mais également les établissements et services médico-sociaux et les cabinets de ville et structures de ville. C'est un référentiel qui est national, alors ce qui permet aux professionnels évidemment en région d'orienter vers une région limitrophe ou de trouver une offre rare, ce qui existe dans d'autres régions que la sienne. Je prends l'exemple par exemple des Grands Brûlés. C'est un répertoire qui fournit une information opérationnelle, c'est-à-dire qu'il permet de décrire les activités opérationnelles d'une structure et les équipements qui contribuent à cette activité opérationnelle. Donc par opposition aux activités autorisées, pour ceux qui sont un petit peu dans le monde de la santé et qui connaissent bien ces
ces points. Et donc, c'est vraiment de l'activité qui va permettre l'orientation. D'accord ? Et ensuite, c'est un référentiel dans lequel l'offre de santé est décrite de façon normalisée et homogène pour l'ensemble du périmètre, en fonction d'une structure qui est complètement commune à l'ensemble des établissements et des structures qui se décrivent, et avec des valeurs qui sont normées. Donc vous l'aurez compris, le référentiel de ROR est un référentiel qui est important dans la stratégie du ministère de la Santé et dans sa volonté d'améliorer le parcours du patient. C'est pour cette raison que le ROR a été positionné dans la doctrine du numérique en santé comme référentiel socle, c'est-à-dire point de vérité de la donnée de description de l'offre. Donc c'est un référentiel qui a vocation à alimenter l'ensemble des services qui ont besoin de l'offre de santé pour fonctionner. Et depuis cette année, eh bien, le ROR est positionné dans le top 50 des projets de l'État et donc suivi directement par le gouvernement. Donc on voit bien que là, le ROR a pris tout son positionnement par rapport à la doctrine technique de la e-santé. Alors, une fois qu'on a repositionné le ROR dans ce contexte métier et stratégique, donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'était de partager avec vous les avancées, je vous l'ai dit, qui ont eu lieu ces derniers temps sur le ROR, avancées qui ont été significatives. Alors, évidemment, en tant que référentiel de données, le ROR a 3 enjeux clés. D'abord, l'exhaustivité de la description de l'offre. Il faut que tous les établissements se décrivent. Ensuite, la qualité de la donnée. Il faut que l'information de description soit de qualité pour qu'elle favorise une orientation efficace. Et enfin, il faut qu'il y ait un niveau de service rendu aux consommateurs de la donnée qui soit réel. D'accord ? Concernant l'exhaustivité de la donnée, il faut voir qu'il y a eu un énorme effort de peuplement ces derniers mois et même années, puisque ça prend quand même un certain temps de passer, d'accompagner tous les établissements pour qu'ils se décrivent dans le ROR, puisqu'on est désormais à 89% de l'offre des établissements sanitaires qui est décrite dans le ROR, avec une pointe sur les soins de suite et réadaptation à 98%, 87% pour les services de médecine, chirurgie obstétrique et 86% pour les services de psychiatrie. Et on est à 64% de l'offre des établissements et services médico-sociaux, avec une très forte progression en 2021, et notamment 82% des établissements qui sont référencés et qui concernent la prise en charge des personnes âgées et en perte d'autonomie, 56% pour les personnes en situation de handicap, et 58% pour les services qui s'adressent à la fois aux personnes âgées en perte d'autonomie et aux personnes en situation de handicap. Donc on voit quand même qu'il y a une très forte progression du peuplement du ROR, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 22 000 établissements de santé quand même, donc, et plus de 3 000 établissements sanitaires. Donc un effort très important de la part des ARS et des grades pour accompagner les établissements. Et en parallèle, la mise en place d'un dispositif de pilotage de la qualité interrégional qui s'appuie sur la définition d'exigences qualité qui sont communes à toutes les régions, avec la mise en place de scores de qualité qui permettent de suivre le niveau de qualité au niveau régional et la mise en place de plans d'action qui sont ciblés en fonction des régions. Donc on voit la mise en place progressive, maintenant qu'on arrive à un niveau de peuplement satisfaisant, d'un dispositif de mise en qualité pour revenir sur ce qui a déjà été décrit dans les établissements et le mettre à jour. Alors, les établissements sanitaires, les établissements et services médico-sociaux, il nous manquait pour avoir la transversalité dont on parlait tout à l'heure, la description de l'offre des professionnels en cabinet libéraux et des structures de ville. Donc ça, c'est les travaux qui sont menés actuellement, puisqu'il est prévu à fin juin l'intégration dans le ROR
des cabinets libéraux pour les professionnels médecins et kinésithérapeutes à partir des données publiques du RPPS. Donc on récupère les données publiques du RPPS et on crée dans le ROR les cabinets libéraux pour les médecins et les kinésithérapeutes. Et à partir de septembre 2022, il y aura une ouverture possible en fonction des stratégies régionales aux professionnels pour que ceux-ci puissent compléter leur description d'offres et aller plus loin dans le détail de la description d'offres. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route, parce que... Oui ? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Non, en fait, je voulais juste savoir par rapport aux centres municipaux de santé qui ne sont pas référencés dans le ROR, est-ce qu'ils seront à vocation, ils sont voués à être référencés ou pas? De santé ? Oui, les votre micro, excusez-moi. Je posais la question par rapport aux centres municipaux de santé, parce que là, pour le moment, ils ne sont pas référencés dans le ROR. Est-ce qu'ils seront à vocation? Mais ils vont être référencés, les centres de santé, à partir de juin. Ils vont être intégrés aussi à partir du RPPS et il pourra y avoir une complétude de la description d'offres à partir de septembre. Est-ce que les pharmacies aussi d'officine? Non. Les pharmacies, pour l'instant, ne sont pas encore intégrées dans le périmètre du ROR. D'accord. Donc pour l'instant, on a vraiment établissements sanitaires, établissements et services médico-sociaux, cabinets libéraux et centres de santé. D'accord. Les MSP et les CPTS sont référencés par la suite? Les MSP et les CPTS, elles seront certainement intégrées l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Okay, merci. Mais par contre, c'est prévu, tout à fait. Ok, donc on le voit bien, un peuplement du ROR qui avance bien. En parallèle, très concrètement, vous l'avez compris, le ROR, c'est un outil back-office, ce n'est pas un outil qui a vocation à prendre en charge des processus métiers, c'est un outil qui a vocation à alimenter les outils qui prennent en charge les processus métiers. Donc actuellement, on a une trentaine d'applications et modules connectés au ROR, qui sont surtout dans le secteur de l'orientation, d'accord, notamment par exemple avec des outils comme Via Trajectoire, de la coordination avec des outils e-parcours, de l'information, qu'elle soit grand public comme le portail santé.fr ou plus ciblée sur des professionnels comme des portails Maya. On a aussi des outils autour de la gestion de crise, puisque le ROR a été utilisé, vous avez dû en entendre parler pendant la pandémie de Covid, pour remonter le capacitaire, la disponibilité en lits et notamment redistribuer, ouvrir des lits là où il y en avait besoin au moment de la crise. Donc on voit un panel d'alimentation d'outils qui contribuent tous de façon différente à l'amélioration du parcours de santé. Donc, ces applications, c'est très concret pour chacun d'entre nous. La façon dont le ROR va pouvoir permettre leur fonctionnement et va pouvoir permettre l'amélioration du parcours de santé. Donc on a repris quelques exemples autour de l'orientation, alors avec une application phare Via Trajectoire qui est spécialisée dans l'orientation à la fois pour le SSR, mais aussi pour tout ce qui est personnes âgées en perte d'autonomie ou personnes en situation de handicap. Donc Via Trajectoire qui est alimentée par le ROR et qui utilise, lorsque les établissements sont décrits dans le ROR et synchronisés avec Via Trajectoire, les ressources décrites dans le ROR pour alimenter son algorithme et faciliter la mise en regard à la fois de la demande de prise en charge et de l'offre de prise en charge. On a tout ce qui est autour de santé.fr qui est directement aussi alimenté sur la partie établissement sanitaire et notamment, et qui permet au grand public d'obtenir une vision, de répondre aux besoins de recherche des personnes. Notamment, là je prenais l'exemple d'un CMPP, mais vous avez tous entendu parler du
Covid sur santé.fr. Donc là, le Covid n'était pas identifié, les centres Covid étaient temporaires, n'étaient pas identifiés dans le ROR. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres services qui sont identifiés et l'annuaire de santé.fr est à disposition du grand public pour s'orienter au mieux. Tout ce qui est outils de coordination, donc là on est plus dans l'usage du ROR pour identifier les personnes qui vont faire partie du cercle de soins et faciliter la coordination de ces personnes. Et enfin, on a tout ce qui est autour de la situation de crise dont je vous parlais tout à l'heure, puisque le ROR a été utilisé pour avoir des consolidations au niveau ministériel, à la fois du capacitaire et de la disponibilité en lit, pour permettre l'ouverture de lits et la réorientation de certains patients dans les régions qui pouvaient les accueillir. Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour des avancées, forte avancée en termes de peuplement, progression des usages. Et je vais vous laisser la parole à Mathieu maintenant qui va vous parler des perspectives à court et moyen terme. Alors, on va parler de l'amélioration de la qualité du service pour le ROR. Le ROR aujourd'hui, c'est une architecture distribuée. Une architecture distribuée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ROR, aujourd'hui, il y a 2 solutions ROR, ROR IR et ROR IS. Ces 2 solutions, chaque région a déployé et choisi une solution. Chaque région administre une solution. Les ARS et les grades organisent le peuplement de l'offre sur leur territoire. Côté perspective maintenant du ROR, on a de plus en plus aujourd'hui, et Sylvie vous l'a montré, un élargissement du peuplement. On avait au début le sanitaire, on a ajouté la partie médico-sociale et on est en train d'ajouter l'offre de ville. Donc de plus en plus, le ROR intègre l'ensemble de l'offre de santé. On a aussi, et c'est lié aussi à l'accroissement du peuplement, on a aussi un accroissement des services numériques qui viennent consommer les données du ROR. De plus en plus de services numériques viennent consommer le ROR. Et ça va s'étendre encore plus. Et on s'est rendu compte, et c'est une nécessité, le ROR c'est un outil qui a à peu près 10 ans aujourd'hui, qui avait un besoin fort d'amélioration du service au niveau de la performance, puisque les technologies ont évolué depuis 10 ans, et aussi au niveau de l'évolutivité. Un produit qui a 10 ans n'avait pas été construit pour être évolutif comme aujourd'hui. Donc ces 2 éléments font que une évolution du ROR et de son architecture sont devenus indispensables. Et justement, collectivement, il a été décidé de construire le ROR national. Donc un ROR unique avec une base de stockage centralisée des données. Et en permettant aux régions d'avoir un espace régional et de pouvoir intégrer les données complémentaires à l'offre standard. C'est-à-dire que si une région veut aller plus loin dans la description d'offres, par exemple pour la psy, et veut rajouter des éléments pour permettre une meilleure orientation de la psy, elle va pouvoir aller dans son espace régional et rajouter des données qui ne seront visibles que pour sa région. Alors, la trajectoire de construction du ROR national. Il y a 3 grands jalons pour la construction du ROR national. Le premier grand jalon, c'est janvier 2023. Janvier 2023, on a toujours les ROR régionaux qui sont en place et on met en place le ROR national qui va permettre de consolider les 17 régions et les données des 17 régions en un point unique. Première étape, c'est demain. Deuxième étape, juin 2024, on élargit le ROR consolidé et on va rajouter, ce que je vous ai dit, toutes les données régionales en plus qui vont être intégrées. Ça va permettre une autonomie pour les régions et elles vont pouvoir ajouter des données complémentaires. Dernière étape, décembre 2025, on met le ROR national en place et à partir de là, la saisie se fait directement dans le ROR national. Et le ROR national dispose de tout ce qui permet d'être un référentiel. Donc la saisie, la diffusion, la recherche de l'offre, toute la gestion des nomenclatures, la gestion de la boucle qualité et le pilotage des données. Alors, on vous a indiqué comment on allait construire le ROR national. Maintenant, quel service offre le ROR national et quand? Première étape, juin 2022, vous aurez accès aux données en libre accès de l'ensemble des ROR régionaux. Sur DataGouv, vous aurez toutes les données en accès libre
des 17 ROR. Données publiques. Hein. Données publiques. Ensuite, janvier 2023, on construit le ROR national. Vous avez vu qu'on avait mis le socle ROR national. On met aussi la diffusion des web services SOAP et REST qu'il y a aujourd'hui pour les ROR régionaux. On refait exactement les mêmes dans le ROR national. L'idée, c'est qu'on puisse passer des ROR régionaux au ROR national sans aucune problématique. Et on rajoute des web services qui seront Fire. La norme aujourd'hui d'interopérabilité, c'est Fire. On va basculer l'ensemble de nos web services en Fire. Première étape, le service de recherche de l'offre de santé apparaîtra en janvier 2023 et sera Fire. Et comme l'a dit Sylvie, dans le ROR, il y a la disponibilité en lit. On rajoute aussi en janvier 2023 la diffusion via une API Fire de la disponibilité en lit. Étape suivante, juin 2024, on met en place toujours des API Fire où on va avoir la diffusion de l'offre de santé. Et comme je vous ai dit juste avant, on a rajouté les espaces régionaux. Donc on va être capable de rajouter toutes les données complémentaires dans d'autres API Fire. Et pareil, on étend les web services de recherche aux données complémentaires régionales. Par contre, comme je vous l'ai dit, chaque donnée complémentaire est spécifique à une région. Si on recherche sur un critère régional, on n'aura que les données de la région concernée et plus le volet national qu'on peut avoir sur l'offre de santé complète. Dernière étape, en décembre 2025, on a vu juste avant qu'on avait la saisie dans le ROR national qui apparaissait. Et bien là, on a les API Fire qui vont en face, c'est-à-dire toutes les API qui vont permettre d'écrire directement dans le ROR national. Donc l'objectif des API Fire, c'est de pouvoir diffuser, rechercher et aussi écrire directement dans le ROR national. Donc on pourra écrire l'offre de santé, on pourra écrire l'offre de santé et les données complémentaires, et on pourra écrire chaque ressource qui compose l'offre de santé. Si vous connaissez un petit peu Fire, c'est un ensemble de ressources qui permettent de composer l'offre de santé dans notre cas, ou tout ce qui compose un hôpital pour la norme d'interopérabilité. Et parmi ces ressources, il y en a une qui est extrêmement importante, qui est la dispo en lit. Donc là, vous avez l'ensemble des services qui vont être offerts par le ROR national sur les années qui viennent. Un petit zoom sur la prochaine étape. Donc on a vu qu'en juin, on allait donner accès aux données publiques via DataGouv. Donc vous avez ici, et vous aurez sur DataGouv, l'offre de sanitaire, médico-social et de ville qui va apparaître dès juin. Elle sera en accès libre. Elle sera directement issue des ROR régionaux sans qu'il y ait aucune manipulation de la part de l'ANS. Elle sera directement au format d'échange du ROR, c'est-à-dire que si vous pouvez consommer cette offre-là, vous pourrez très bien consommer le ROR directement. C'est le même format d'échange. Et ça sera mis à jour mensuellement. Donc c'est assez simple. Il y a une organisation ANS qui a été créée sur le site de DataGouv. Vous allez sur l'organisation ANS, vous avez un jeu de données qui s'appelle offre de santé sanitaire, médico-sociale et de ville. Vous cliquez dessus, vous aurez directement les 17 extractions des ROR qui seront accessibles, avec uniquement les données publiques. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions particulières sur ce qu'on vient de vous présenter ? Tout était clair ? Oui. Petite question, parce que au niveau des DAC, en fait, il y a un recensement de l'offre de soins, etc., sur les territoires, et c'est mis sur un site qui s'appelle Maillage, pour le moment, sur l'Île-de-France. Mais du coup, ce qu'on disait, c'est qu'à terme, avec le ROR national, ça devrait répertorier tout dans un seul endroit, centralisé. Alors, ça va répertorier tout dans un seul endroit, mais par contre, vous aurez toujours éventuellement le front maillage. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le ROR, c'est un référentiel de données qui est plutôt dans une logique back-office et qui systématiquement a des outils qui font l'interface avec l'utilisateur, qu'il soit professionnel, grand public ou toute personne qui utilise les données, les applications et qui a besoin de connaître l'offre de santé. Donc, tous les portails qui existent, et d'ailleurs, Maillage, il me semble bien qu'il est déjà connecté au ROR. Hein. Donc,
il continuera à exister. C'est-à-dire que les portails de présentation de l'information continueront à exister. Par contre, ils sont alimentés directement par l'Aurore. L'Aurore n'a pas vocation en fait à mettre à disposition un portail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, très concrètement, l'utilisation de la donnée, elle est très dépendante de l'usager de l'application, de l'utilisateur de l'application. Elle est très dépendante de ce qu'il cherche, de la façon dont il le cherche. Donc l'Aurore, il fournit aux applications les données, et les applications présentent les données en fonction du besoin de ses utilisateurs. Parce qu'on ne peut pas couvrir tous les besoins de présentation et d'analyse divers et variés. Donc en fait, ça vous paraît clair ou... En fait, l'idée c'est que tout ce qui est portail reste en place avec une alimentation derrière du ROR. Par contre, peut-être que ça vous offrira plus de possibilités au fur et à mesure du peuplement. Et comme l'a dit Sylvie, les professionnels ne se déclarent qu'une seule fois et apparaîtront partout ailleurs. Ça fait pas 25 fois où je me déclare à un endroit et on inonde tout le monde. En fait, actuellement, sur l'Aurore de l'Île-de-France, par exemple, il n'y a pas d'obligation pour les établissements de mettre à jour leurs informations. Donc, je me suis posé la question par rapport au peuplement, justement pour l'Aurore nationale, comment ça s'imbrique pour le coup, parce qu'on nous a bien dit que pour le moment, le référencement est fait pour l'Aurore nationale. Donc, du coup, l'Aurore régionale, il est en stand-by. En gros, peut-être j'ai mal compris. On peut peut-être revenir sur... Parce que c'est des questions importantes, parce que c'est vrai que parfois on va un peu vite, peut-être. C'est plutôt après. Voilà, et là c'est la diapo qui permet de bien expliquer. On voit bien que l'Aurore, en fait, pour l'instant, la vision nationale, elle est construite à partir des 17 ROR régionales. C'est-à-dire que les 17 ROR régionaux ont chacun leur périmètre de description d'offres, d'accord ? Ce qu'on est en train de construire, c'est ce qu'on appelle le ROR national, c'est une instance qui, pour l'instant, va consolider les 17 ROR régionaux. Donc la saisie se fera toujours dans les ROR régionaux et sera consolidée au niveau ROR national. D'accord ? Et cette vision, ces données, ils alimentent toutes les applications derrière. Mais pour l'instant, les ROR régionaux restent. C'est clairement, il y a un passage, et Mathieu vous l'a montré, il y a un passage progressif vers le ROR national avec saisie directe dans le ROR national par les acteurs et petit à petit décommissionnement des ROR régionaux. Mais c'est une trajectoire qui, même si elle a pas mal d'étapes pour éviter l'effet tunnel et donner des services aux consommateurs, est relativement longue parce qu'il y a besoin de réurbaniser derrière les applications qui consommaient les ROR régionaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ces applications qui consomment les ROR régionaux avec des interfaces propriétaires, c'est-à-dire des interfaces spécifiques à l'application. Et donc il faut que petit à petit, toutes ces applications, elles passent sur la consommation du ROR national, donc elles fassent des développements pour pouvoir mettre en place les interfaces qui vont leur permettre de consommer les ROR régionaux. Donc pour l'instant, les applications que vous voyez là, elles consomment ces 17 ROR régionaux, c'est-à-dire elles vont chercher dans chaque ROR pour avoir une vision nationale. Et à partir de janvier 2023, ces ROR seront consolidés dans le ROR national et ces applications pourront venir chercher directement dans le ROR national la donnée. Est-ce que c'est plus clair ou Et pour compléter, en fait, les établissements ont l'obligation de mettre à jour leurs données et sont présentes dans Open. Open, il y a un indicateur qui dit que pour participer à Open, il faut avoir les données à jour dans le ROR.
Et c'est aussi pour ça que je vous disais tout à l'heure, on est en train de mettre en place avec les régions un dispositif qualité pour justement permettre d'identifier les défauts de qualité et pouvoir mettre en place des plans d'action régionaux avec les régions pour pouvoir traiter ces défauts de qualité. Oui, allez-y. Alors, j'ai vu que la date de juin 2022 est retenue pour la mise à jour des cabinets libéraux. Est-ce que c'est une date qui est confirmée parce qu'elle a été plusieurs fois reportée. Et nous, côté Guyane, on s'est dit qu'on va peut-être commencer pour les problèmes des parcours à intégrer via des imports certains cabinets qui participent au parcours. En attendant, puisque cette date est-ce que pour vous c'est une date confirmée ou elle va être encore Normalement, à fin mai, il y a des livraisons qui sont prévues et des tests sont en cours en juin. Donc, normalement... Le RORIES est un peu en retard sur leur livraison. Donc vous n'avez pas forcément la toute dernière version. Le vrai enjeu, c'est que vous ayez testé pour qu'en septembre, on puisse ouvrir sereinement aux professionnels de santé, pour qu'ils puissent compléter le peuplement de leur offre. C'est le vrai enjeu en fait. Donc il faut que d'ici septembre, vous ayez pu tester la version du ROR qui va bien pour permettre le peuplement, le pré-peuplement et la complétude de la part des professionnels de santé de leur offre. Mais là, c'est en bonne voie quand même. C'est en très bonne voie. C'est une bonne question, mais là, je pense qu'on peut confirmer de façon officielle. D'autres points ? Non, tout vous apparaît clair ? Écoutez, un grand merci alors de votre écoute et des questions posées. À bientôt. Au revoir.